de la CEDEAO. Moi, je pense que c'est plus aux pays qui sont restés dedans, c'est à eux de répondre. Parce que nous ne sommes plus membres de la CEDEAO, on n'a pas de conseil à donner à la CEDEAO. S'ils pensent, les pays qui sont encore au sein de la CEDEAO, s'ils pensent que les conditions actuelles sont favorables pour que la CEDEAO soit une organisation d'intégration, nous pensons autre chose. Nous pensons que notre futur d'intégration se trouve au sein de l'AES. C'est pourquoi on n'est pas sorti de la CEDEAO pour aller rester chacun de son côté. On est sorti de la CEDEAO pour aller expérimenter autre chose. Un autre système d'intégration qui est celui de l'AES, qui est bâti d'abord sur des similitudes politiques, des similitudes environnementales, et sur un modèle complètement différent de ce que la CEDEAO connaît ou ce que la CEDEAO vit, celui d'être autonome. C'est-à-dire que c'est notre organisation, nous ne comptons pas sur quelqu'un pour nous financer, et vous ne pouvez pas être indépendant, souverain, tant que c'est aux autres de vous financer. Donc c'est à peu près ça que je peux dire. Donc là, pour moi, la question, c'est plus à la CEDEAO qu'il faut, aux États membres de la CEDEAO qu'il faut la poser. Merci. I know the question needs to be asked to the ECOWAS members of the ECOWAS, but you know, just based from what you're saying, the reason as to why the 3 Sahel countries left countries in the Sahel region, we're talking about Burkina Faso, Mali, and Niger, it's because they felt like ECOWAS was not living up to its mandate. So the question would be, do you expect or do you think, still goes back to Niger, a follow-up question, do you think, or rather, do you expect other members of ECOWAS to join the Alliance of Sahel States? And how will the Alliance of Sahel States address concerns of the people of the 3 countries? La question, c'est toujours à moi, c'est ça? Quand on a créé l'AES, on l'a créé à 3 pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, ce qui nous a conduit je pense que tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui s'intéressent à la question savent, maintenant on a longuement parlé de ça. Maintenant, est-ce que d'autres pays peuvent rejoindre l'AES? Je pense que oui. Nous n'avons pas créé l'organisation pour qu'on reste entre nous 3. C'est évident que si le modèle dont nous faisons la promotion charme certains pays et qu'ils trouvent que ça vaut la peine de rejoindre notre confédération, nous ne voyons pas d'inconvénient. Cependant, c'est une question qu'il faudra que les 3 pays s'asseyent, parce que il y aurait des conditions. Oui, des pays peuvent rejoindre l'AES, mais certainement à des conditions, pour la simple raison que nous savons que la plupart des pays qui nous en veulent, les pays qui veulent nous déstabiliser, ils vont tout essayer, y compris le fait de nous infiltrer, de faire en sorte que d'autres États viennent intégrer notre confédération pour la saper. Donc, et ça, nous serons très regardants vis-à-vis de ça. C'est pour cette raison que on sera très attentif. Des pays peuvent adhérer à l'AES, mais pas à n'importe quelle condition. En réalité, nous n'avons pas peur des pays africains. Hein. Nous avons peur des régimes africains. Parce que ce sont les régimes qui sont hostiles. Les Africains, de manière générale, sont d'avis avec ce que nos pays font. Parce qu'il n'y a aucun Africain qui dira qu'il n'est pas d'accord avec la lutte pour la souveraineté que nous menons. Voilà, merci. All right, thank you.
to Burkina Faso, so what is the anticipated trajectory of the integration process? And this is within the Sahel region, and what factors are likely to shape its future development? And, answering this question, think about the latest developments that we've been seeing in the region. Bien, merci. Je pense que c'est important d'apporter un certain nombre de précisions sur ce qui a été à la base de cette nouvelle structuration, de ce nouvel espace. Les trois pays ont expérimenté un espace de solidarité qui n'a pas été au rendez-vous. Le fait de rester dans une situation où vous saviez ce que vous voulez, c'est-à-dire plus de solidarité, plus de coopération, plus de soutien mutuel, et que cela n'arrive pas, ça vous amène à mesurer davantage vos besoins. Et je crois que l'avantage que nos trois pays ont eu dans une circonstance naturellement triste, qui est celle de l'insécurité, du terrorisme, les a amenés à prendre conscience de leurs réels besoins, d'évaluer leurs faiblesses, mais aussi d'évaluer leurs propres capacités en termes de solidarité. Et c'est ce qui porte la vision confédérale aujourd'hui, qui est construite sur des décisions courageuses, de dire nous pouvons restructurer notre espace en partant d'abord de nos propres capacités. La notion endogène aujourd'hui prend plus d'espace parce que on s'est rendu compte que cette démarche qui était beaucoup plus portée par l'extraversion n'a pas tenu ses promesses. Et l'extraversion n'était pas seulement au niveau économique, elle est à tous les niveaux. Et aujourd'hui, au niveau de l'espace confédéral, il s'agit en réalité de revoir la mosaïque, de la consolider pour donner une nouvelle base à ce nouvel espace. Je pense que les principes qui guident ces décisions, c'est un, de faire en sorte que les acquis positifs que nous avions déjà puissent être sauvegardés, mais de travailler à les consolider dans l'espace confédéral pour ouvrir de nouvelles perspectives, tant au point de vue économique, social, sécuritaire, tout ce qui plombe la dynamique au niveau de l'Afrique occidentale. Deuxièmement, de créer de nouvelles conditions, les conditions réelles de relance de l'économie sous-régionale, de créer de réels marchés à l'interne, ce qui a fortement manqué. Nous avions un espace qui avait une vocation qui était claire, une mission bien définie, mais qui a manqué. But allow me to cut you short. When you're talking about creating economic conditions for other people, yet we are seeing that ECOWAS gave you the free will of continuing with the free trade agreement. How will that happen? At the same time, the three countries have imposed a 0.5% duty on imports. Nous ne sommes pas dans une démarche qui consiste à prendre le contre-pied de ce qui est en train d'arriver, mais plutôt à reconstruire la base. Ça a fortement manqué. Reconstruire la base, ça veut dire quoi? Créer les conditions pour que nous puissions nous-mêmes partir d'une économie endogène qui va se structurer au fur et à mesure pour embrasser le reste de l'espace. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et l'avantage de la consolidation à notre niveau part d'abord d'un problème, celui de la question sécuritaire, qui nous a amené à construire un espace qui redessine les cartes dans la représentation même de la tête du Sahélien. La nouvelle cartographie envisageait un espace unique. Aujourd'hui, l'espace confédéral, c'est un espace d'opération unique dans le domaine sécuritaire. Ça amène les citoyens à avoir un nouveau regard et qui va se transposer sur les rapports que nous avons entre nous, mais aussi dans le cadre de nos échanges. Donc il y a carrément une nouvelle dynamique de solidarité qui est en cours. Can I respond to your questions? All right, thank you. I wanted to ask the Foreign Affairs Minister for Mali the next question, but it looks like you also want to give a response to what he said, to my question.
Yes. Non, deux choses. D'abord, vous avez dit que la CEDEAO a maintenu la libre circulation avec nos pays, mais il faut d'abord se rappeler qu'au mois de décembre, c'est le collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel qui a fait une déclaration officielle indiquant que nous maintenons tous les avantages de la libre circulation aux ressortissants de la CEDEAO qui vivent dans nos pays. Donc cette ouverture-là, nous l'avons fait parce que nous sommes dans un esprit panafricaniste et nous pensons que nous ne devons pas diviser nos peuples. Vous avez parlé aussi de la question du prélèvement confédéral de 0,5% qui n'a pas été sur les importations, qui n'a pas été établi pour créer une barrière. Mais ces 0,5% existaient déjà quand on était dans le cadre de la CEDEAO. Ce prélèvement communautaire de la CEDEAO aidait à financer l'organisation. Donc c'est ce même prélèvement que nous avons retenu, mais qui sera maintenant dirigé pour financer plutôt les activités de la Confédération. Donc ce n'est pas une taxe nouvelle, absolument pas. Thank you for that, but I'd still direct the next question to Mali. So the capacity building, let's talk about the capacity building efforts that have been central to supporting Sahel states in their fight against terrorism, because that is a major, major issue. What strategies could enhance their effectiveness in addressing the region's evolving security threats? À mon avis, la question de renforcement des capacités est une donnée importante, mais il faut d'abord la situer dans le fait que nos pays ont décidé en matière sécuritaire d'établir un nouveau paradigme. Ce paradigme, c'est quoi? C'est de dire que la sécurité des Sahéliens, des Burkinabés, des Nigériens et des Maliens doit être mise entre les mains de nos propres citoyens, de nos forces de défense et de sécurité et de nos autorités. Et que cela exige de nous une responsabilité particulière de dessiner notre propre doctrine et nos objectifs militaires, de déployer nos moyens militaires en conséquence et de pouvoir agir par rapport à ça. Et quand nous avons dit ça maintenant dans les rapports avec l'extérieur, je crois que sur le plan financier, nous en tirons aussi les conséquences parce que des pays comme le Burkina, le Mali et le Niger dépensent aujourd'hui près de 25% de leur budget national pour assurer la sécurité. C'est une nécessité. Maintenant, quand nous travaillons avec les autres partenaires, quand on parle de renforcement des capacités, c'est de regarder ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des hommes. La plupart de nos pays, nos armées sont en mesure de faire le travail nécessaire, ils ont les formations nécessaires, on a les hommes pour pouvoir faire le travail. Ce qui nous manque souvent, c'est de pouvoir disposer d'équipements. Par exemple, pour des pays comme le nôtre, enclavés, avec de vastes espaces, on a besoin de vecteurs aériens. Pour faire on a besoin d'équipements militaires. Et on se rend compte qu'au cours de ces dernières années, certaines puissances occidentales ont pratiquement mis des embargos de fait sur nos pays qui ne peuvent pas accéder à ces équipements pour assurer notre défense. C'est pourquoi nous avons dû nous tourner vers la Turquie, vers la Chine, vers la Russie, qui nous permettent d'acquérir ces équipements, pas gratuitement. Nous les achetons, même s'il y a souvent certaines facilités. Mais c'est ça. Donc, quand on parle de renforcement des capacités, c'est ça. C'est de former nos hommes, être en position de faire le travail, mais c'est de nous aider aussi à acquérir les technologies et les moyens militaires qui nous permettent d'assurer dans la durée. Parce que ce qu'on avait comme problème avec la mission des Nations Unies, les forces françaises et d'autres, on était dans des scénarios de dépendance qui n'ont jamais mis nos pays en capacité d'assurer leur sécurité. Donc nous voulons sortir de cette dépendance pour que nous-mêmes, nous puissions assurer la sécurité de nos pays dans la durée. Oui. Sorry, I like what you've said, but let me just read a report, and I'm sure the three countries know about this report that I'm about to read, that was read by a UN official. And it said that deaths from terrorism in the world rose to 8,352 in 2023. And 2022 deaths from terrorism, let me just repeat that again. Deaths from terrorism in the world rose to 8,352 in 2023. That is a 22% increase from the previous year and the highest level since 2017. And some of these deaths from terrorism have been reported in the regions where you come from.
there are concerns that withdrawal of the three countries from ECOWAS will weaken both regional unity and cooperation in combating insurgency. But at the same time, there was some sort of conviction that your leaders, the leaders of your country, were giving to their people by saying that they will join forces to create a 5,000 strong military unity to fight terrorism in the region. How is this possible? Yet on the figures that I've given, and yet there is a concern that withdrawal of the three will weaken both regional unity and cooperation in combating insurgencies. Répondre à ça. D'abord, il faut que les Nations Unies sortent de la posture de compter les morts, mais plutôt entrent dans une stratégie d'Europe. Qu'est-ce que les Nations Unies ont fait pendant 10 ans dans nos pays pour pouvoir lutter contre le terrorisme? Zéro. Les gens se sont battus, beaucoup sont morts, mais c'était une opération qui était inadaptée. Donc le rôle des Nations Unies, ce n'est pas de sortir des rapports de compter des morts, mais c'est de sauver des vies. Pourtant, on avait des forces des Nations Unies qui étaient dans nos pays, qui étaient dans les villages, qui regardaient les terroristes passer, aller tuer les gens en disant que leur mandat, ce n'est pas de lutter contre les terroristes. Donc ça, c'est du point de vue vraiment de la posture même de ces organisations qui pensent qu'ils sont là comme des corbillards à compter les morts et à ne rien faire. Donc moi, je poserais plutôt la question aux Nations Unies ou à la CEDEAO ou à d'autres qui posent « Qu'est-ce que vous avez fait pour lutter contre ces groupes terroristes ?» Mais je pense aussi que certaines de ces questions sont aussi motivées par d'autres acteurs qui sont derrière, qui ont leur appréciation sur ces questions, qui estiment que rien n'a été fait. Au niveau de la CEDEAO, est-ce que la CEDEAO a mis en place des forces pour lutter contre les terroristes? Combien de gens ils ont tués? Combien d'équipements ils ont donné à nos pays? Je pense que ça peut se compter. Aujourd'hui, nos pays, avec les investissements que nous avons faits, le niveau général d'insécurité a baissé. Moi, je vais bien pouvoir discuter ces chiffres avec ceux-ci, aller sur le terrain dans nos pays. Au Mali, par exemple, si je vous donne un exemple, pendant 10 ans, le Mali ne contrôlait pas plus de 40 à 50% de son territoire. Depuis le départ de l'aménagement, nous avons pu récupérer ces 40 à 50% de nos territoires. L'État s'est déployé, l'armée s'est déployée, les services sociaux reviennent. Ça ne veut pas dire que le terrorisme est fini, mais nous voyons une amélioration qualitative aujourd'hui. L'armée malienne dispose de capacités comme les autres armées du Burkina et du Niger à faire ce travail. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse inverser les choses au lieu juste de donner ces chiffres. Mais maintenant, pour dire aussi que bon, nos dirigeants sont venus, on a dit qu'on a mis une force. D'abord, ce n'est pas une force de 5000 hommes. Nous avons dit qu'on met en place une force unifiée. Nos armées, 3 armées travaillent ensemble comme une seule armée. Au-delà de ça, on va mettre en place une force unifiée qui sera une armée intégrée aux 3 pays qui fait un travail extraordinaire, qui est en train de combattre les groupes terroristes. Beaucoup de chefs terroristes se sont rendus, beaucoup ont été également neutralisés. Et aujourd'hui, nous sommes dans une posture offensive. Moi, je crois que c'est des postures motivées par d'autres agendas géopolitiques, mais je crois qu'il faut demander aux populations de ces pays, est-ce qu'on avance ou on recule? All right. So, thank you. So, Niger, given the current dynamics of change in the world and, you know, the regional border, from where you sit, what kind of future awaits the 3 countries of the Sahel region? And also in terms of integration? Merci. Je voudrais, avant d'arriver à cette question, peut-être dire un peu plus sur la question des morts. Qui était sur le terrain pour compter ces morts? Si vous vous rendez compte, il y a de moins en moins des attaques contre nos forces armées. Les terroristes s'en plaignent plus aux civils. C'est un aveu d'impuissance. Ils savent, ces terroristes-là, où sont nos forces armées. Mais ils ne partent pas les attaquer, ils partent dans des marchés pour s'attaquer à des paysans sans défense. Et je vais vous dire, depuis que nos 3 pays ont fait partir les forces étrangères, la situation s'est nettement améliorée.
Elle s'est nettement améliorée parce que nos forces de défense et de sécurité ont retrouvé la plénitude de l'initiative de leurs actions. Avant, quand il y avait une attaque, pour que l'armée nigérienne ou malienne ou burkinabé riposte, il lui fallait un ordre, il fallait attendre l'ordre du commandement français ou de je ne sais quelle autre force étrangère. Et le fait de les faire partir, ce n'est pas seulement ça, ça a permis aussi de couper la source de financement aux terroristes. Et qui financent ces terroristes-là? Ce sont ces mêmes pays qui prétendaient nous aider. Ce sont ces pays-là qui finançaient le terrorisme. Et le fait de le faire partir, ça a coupé aux terroristes non seulement les sources d'approvisionnement et les sources de financement. Donc qu'on le veuille ou non, sur le terrain, il y a de moins en moins de morts, il y a de moins en moins d'attaques contre nos forces de défense et de sécurité. Et la situation est en train de se régulariser. Et là, on n'a pas dit, comme l'a dit le ministre Diop, que le terrorisme est fini. C'est une lutte de longue haleine, on le sait. Mais nous savons que des progrès sensibles, des progrès essentiels ont été accomplis. Maintenant, concernant la venue de la région, si vous avez constaté, on était d'abord dans la logique d'une alliance. Et très rapidement, on est passé à la confédération. Actuellement, c'est la Confédération des États du Sahel. Donc, le modèle d'intégration d'une confédération, je n'ai pas à revenir là-dessus. Et nous, ce que nous voulons faire, c'est une sorte de projet témoin. L'AES, ce sera comme un projet témoin pour l'Afrique. Et maintenant, qui peut s'élargir aux autres pays africains ou qui peut être repiqué, qui peut être reproduit dans d'autres régions de l'Afrique, si elles pensent que le modèle d'intégration que nous prenons leur convient. Dans tous les cas, notre projet il est essentiellement basé sur 3 ou 4 critères. Le premier, c'est notre souveraineté. Nous ne voulons plus être sous l'emprise d'un pays quelconque, quel que soit le pays. La deuxième, c'est le respect de la dignité de nos peuples, parce qu'on a toujours été pris pour moins que des humains. Nous ne voulons plus que les Africains soient vus pour moins que des êtres humains. La troisième chose, c'est l'intérêt de nos populations. Nous sommes ouverts à tous les pays du monde pour coopérer, mais à condition que l'intérêt de nos populations soit respecté. Les ressources de nos pays doivent profiter d'abord à nos populations. Ce qui n'est pas le cas jusqu'ici, ce qui n'était pas le cas jusqu'à tout récemment. Et le dernier critère sur lequel notre coopération est basée, c'est le fait que notre coopération, elle peut être avec les pays de l'AES pris individuellement ou avec notre confédération, puisque nous avons dans tous les cas des critères de convergence économique sur lesquels notre coopération est bâtie. Voilà, merci, c'est ça que je voulais dire sur le futur de notre intégration. All right. So to Burkina Faso, in this regard, what your counterpart has said, so what are the ways for the alliance of Sahel states be able to amplify its influence in the global politics? Because this is a new confederation that was formed by the 3 Sahel countries, the 3 countries from the Sahel region. Merci, Madame. Permettez-moi de revenir un tout petit peu sur ce rapport qui rend compte un peu du bilan macabre. Je suis toujours impressionné par la façon dont les faits sont rapportés et j'espère que le même rapport mentionne qu'au Burkina Faso, il n'était pas possible d'organiser le Tour du Faso en 2022, mais que nous l'avons fait en 2023, en 2024 et on va le faire en 2025. C'est pour dire quoi? 2022, notre pays était occupé à 50% par des terroristes. En début 2025, nous sommes aujourd'hui à plus de 71% des territoires récupérés. Avant 2022, plus de 6500 écoles étaient fermées au Burkina Faso. En 2023, 1500 écoles ont ouvert.
2 100 000 personnes étaient déplacées en 2022. En 2024, il y a moins de 900 000 personnes qui sont dans les camps de déplacés. Je pense que des rapports comme ça doivent mentionner exactement ce qui se fait. Nous venons de clôturer le festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. C'est un des plus grands festivals qui n'avait pas pu être organisé pendant plus de 3 ans et qui a mobilisé pratiquement 50 délégations de tout le monde entier et qui a examiné 235 films. Je pense que ça, c'est des statistiques qui parlent d'une situation qui est réelle. Moi, qui suis là, qui vous parle, je suis d'une région où on ne pouvait pas se rendre pendant 3 ans. Mon propre village, on ne pouvait pas se rendre pendant 3 ans. Mais quand vous êtes à Ouaga et que vous avez un copain d'école qui vous appelle pour vous dire qu'il est dans son champ, en train de défricher, un champ qu'il n'a pas vu depuis 3 ans, à cause de l'insécurité, vous vous rendez compte que vous avez une lecture qui est totalement différente de ce qui ressort dans ces rapports-là. Donc, je suis totalement d'accord qu'on relate la situation, mais je veux que nous puissions aller sur une base objective. Une évaluation ne se fait pas dans un salon. Elle ne se fait pas à 6 heures de vol. Elle se fait sur le terrain. Moi, je ne vous dis pas ce que j'ai lu. Je vous dis ce que je vis, ce que j'ai vécu. Je viens du Burkina et je vais dans les 4 coins du Burkina. Et le tour du Faso, ça ne se fait pas dans des véhicules blindés. C'est à vélo. Ils vont de village en village, de province en province. C'est des kilomètres. Et c'est étalé sur plusieurs semaines. Aucun cycliste ne repartit avec un doigt brisé. Donc quand on ressort dans un rapport que la situation ne fait que s'aggraver et on alarme le monde entier pour estomper les efforts qui sont faits par ces régimes qui sont en place et qui sont soutenus par leur population. Les populations, lorsqu'elles meurent, elles vous dénoncent. Mais quand elles vous soutiennent, c'est que quelque part, elles arrivent à retrouver leur compte. Donc, alors pour revenir à... All right, but going back to my question, it's good that you've given your response to my previous question, the United Nations report. But in this regard, let me go back to my question, because we also need to open the floor for the audience. In this regard, what are the ways for the, for the new cooperation, that was formed by the 3 countries? Is that new cooperation able? How will it be able to amplify its influence in the global politics, and also contribute to the international systems through this same confederation? Oui. Alors, je pense que ce que la nouvelle confédération est en train d'essayer et de réussir, c'est d'abord d'offrir de nouvelles perspectives à cette entité qui a été longtemps confinée et présentée comme l'espace des... Je vais dire, c'est une périphérie sans intérêt. Je crois que le ministre Diop est revenu là-dessus. Nous envisageons de recentrer les choses sur nos propres capacités. Offrir un espace sécuritaire aux investisseurs. Au Burkina Faso, nous avons inauguré plus de 5 usines cette année. Je crois que si la situation était aussi dangereuse que ça, on n'aurait pas vu des investisseurs. Quelque part, je crois que là, c'est en train de s'améliorer. Travailler à créer un marché sahélien d'abord, animé par des Sahéliens et qui est alimenté par des Sahéliens, entre le Burkina, le Mali, le Niger, mais aussi avec les autres pays qui sont au niveau de la CEDEAO. Les 3 pays entretiennent de très bons rapports avec leurs voisins. Nous avons ces rapports d'interdépendance qui doivent être sauvegardés, renforcés, mais développés d'abord au bénéfice des populations du Sahel. C'est ce qui a manqué. Et c'est pour cela que je parlais tantôt d'extraversion. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que si l'or du Burkina Faso rayonne à l'international, c'est qu'on sent l'éclat dans les yeux de l'enfant du Sahel. C'est ça. Le Niger ne peut pas produire de l'uranium et dormir dans le noir. Nous sommes en train de travailler à donner un nouveau visage à notre économie qui montre d'abord aux populations que ce travail-là, elles en sont les premiers bénéficiaires avant de développer les rapports avec les autres entités. Donc je crois que c'est surtout cela qui fait on va dire, la spécificité de la Confédération. Et c'est cette vision qui est portée par les 3 chefs d'État. Aller sur nos propres capacités, construire des économies résilientes
et durable. All right. We're about to bring the session to, before we bring the session to an end, and I call upon my colleague Mehmet to take over the next session, I'd like to open the floor to the audience. In case you have a question, you may direct it to any of the foreign affairs ministers who are here. Okay, we have. Any other question? Okay, suffice. Okay, go ahead. Thank you for that question. Any other question? There's a lady there. Thank you. Katkı sağlayabilmek adına, sizin terörle mücadelenize katkı sağlayabilmek against terrorism in terms of weapon or military technology Thank you. Any other question? We are done, if I'm not wrong. Okay. Sorry for that. We'll start with. Merci beaucoup à M. Traoré pour sa question. Je pense que les débats sont allés très vite, on n'a pas eu le temps d'élaborer. Vous savez, la Confédération des États du Sahel a été constituée sur 3 piliers essentiels. D'abord, la sécurité. On a parlé de ça, la lutte contre le terrorisme, qui est le premier. Le second, c'est la coordination diplomatique pour nous permettre de parler d'une seule voix sur la scène internationale, aussi en tant qu'entité géopolitique et une réalité géopolitique actuelle. Et le troisième, c'est justement sur la question de développement et comment promouvoir l'intégration économique entre nos pays, fondée d'abord sur la création d'un espace de libre circulation des personnes et des biens, mais aussi fondée sur le fait que nous voulons, il y a un certain nombre de projets intégrateurs qui sont identifiés aujourd'hui. Des projets de chemin de fer de Bamako, Ouaga jusqu'à Niamey. Il y a des projets d'énergie en commun. Il y a des projets de pouvoir aussi transformer nos matières premières, que ce soit dans le domaine énergétique comme dans le domaine agricole. Il y a par exemple un projet de mettre en place une centrale d'achat pour permettre à nos pays ensemble, par exemple, d'acquérir des denrées de première nécessité à l'extérieur. Et c'est vraiment de discuter ensemble aussi les conditions d'exploitation de nos minéraux et comment aussi nos populations, on peut créer des emplois pour nos jeunes gens. Donc surtout cette dimension de développement économique est extrêmement importante parce que nous ne nous focalisons pas que sur la dimension militaire parce qu'il faut donner des opportunités économiques à nos jeunes gens pour qu'ils ne soient ni attirés par la migration irrégulière, ni aussi dans les activités des groupes terroristes. Donc si on a le temps, on peut vous mettre à la disposition de l'ensemble de ces documents qui concernent les projets intégrateurs. D'ailleurs, il est question de créer une banque d'investissement. Les experts sont en discussion pour pouvoir définir un peu les ressources nécessaires. Et ça, c'est important parce que notre banque d'investissement, c'est justement pour générer des ressources à nos pays pour pouvoir financer notre développement et ne pas dépendre du FMI et de la Banque mondiale uniquement. Thank you. Maintenant, par rapport à la seconde question de la dame, qu'est-ce que la Turquie peut faire d'autre pour nos pays? On a coutume de dire qu'il n'y a pas de sécurité sans développement. La Turquie est un partenaire essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Nous apprécions leur contribution et nous attendons aussi à ce que la Turquie soit, elle l'est, mais qu'elle le soit davantage notre partenaire
pour la mise en œuvre de tous les projets que le ministre Diop vient d'énumérer. Nous disons à la Turquie ce qu'elle a fait pour nous, du point de vue bilatéral, il est là, chacun de nos pays a son bilan de coopération. Dans tous les cas, on a vu comment la coopération turque s'est développée ces dernières années et son expansion, comment la Turquie est en train de gagner, de prendre de la proportion, de l'épaisseur dans sa coopération avec l'Afrique. Avec les États du Sahel, nous avons de la prospérité. Et nous ne sommes pas dans la posture où c'est toujours la Turquie qui doit faire quelque chose pour nous. Nous disons aussi à la Turquie que nous avons quelque chose à offrir, nous avons de la prospérité et qu'elle vienne pour qu'on partage cette prospérité. Merci. Peut-être ce que je vais ajouter, c'est vraiment de vous rassurer, madame, nous ne sommes pas seulement dans le domaine militaire avec la Turquie. Il y a tout le volet développement qui est en cours depuis un moment. Et ce que je veux souligner ici, c'est que on a tendance à présenter ces trois pays comme s'ils sont dans une approche purement militaire, parce qu'on oublie de montrer les efforts qui sont faits dans le domaine du développement. Pendant qu'il y a un travail qui se fait sur le terrain de lutte contre le terrorisme, il y a un gros travail qui se fait dans le domaine du développement et dans le domaine social, et cela, c'est dans tous les trois pays. Je pense qu'à ce niveau, la coopération au développement s'est davantage renforcée. Quand vous allez au Mali, au Burkina, au Niger, ces trois dernières années, pour des pays qui font face à l'insécurité, je dirais que ça relève d'une prouesse. Regardez la croissance économique de ces trois pays, c'est presque similaire, sinon souvent plus que celle des pays qui sont en paix. Pourtant, ces trois pays doivent consacrer 25% de leur budget pour s'équiper. Mais en plus de ça, ils se battent pour offrir des forages, des écoles, de la nourriture, des intrants à leur population. Donc il y a un travail qui se fait déjà à ce niveau et qui mérite d'être renforcé. Voilà. Thank you. Any other question? None at all. I'll direct this question to Mali. Don't you think Mali will struggle outside the bloc, ECOWAS? Because your economy, not totally, but somehow, depends on West African neighbors. Merci pour la question. Nous n'allons pas lutter. Nos pays sont des pays interdépendants sur le plan économique. Ce n'est pas à dire que le Burkina ou le Mali dépendent des autres pays côtiers. Nous avons des productions comme le bétail et d'autres produits aussi que nous exportons, dont ces pays ont besoin. Nous sommes aussi des marchés. Beaucoup de biens industriels qui sont produits en Côte d'Ivoire ou au Sénégal le sont à cause de nos marchés. Les ports d'Abidjan, les ports de Dakar marchent parce que les Maliens veulent bien importer leurs biens. Donc il y a une interdépendance économique. Maintenant, nous, sur le plan institutionnel, nous avons décidé de quitter la CEDEAO, qui est une organisation, parce que cette organisation ne répond plus à nos attentes et pour nous, n'évolue plus pour satisfaire un idéal. Mais nous restons dans le cadre de pouvoir promouvoir les liens économiques qui ont toujours existé entre nos pays bien avant la création de la CEDEAO, parce que quand nos pays sont allés à l'indépendance en 1960, de 1960 jusqu'aux années 70, création de la CEDEAO, ben on faisait des commerces, on était liés. Donc cette réalité économique est là. Nos pays sont disposés à pouvoir travailler. D'ailleurs, le Ghana, le Togo, d'autres pays viennent à nous pour dire qu'ils souhaitent qu'on maintienne ces relations économiques. Donc notre sortie nous permettra de faire face à une question existentielle parce que nous ne pouvons pas appartenir à des organisations qui sont manipulées par des puissances extérieures qui viennent pour pouvoir nous attaquer avec la complicité de pays voisins. Maintenant, nous recréons une solidarité entre nous, le Mali, le Burkina et le Niger, parce que nous constituons une force. C'est plus de 45% du territoire de la CEDEAO, c'est plus de 70 millions de population. Ce ne sont pas des pays pauvres, ce sont des populations appauvries, parce que nos pays disposent de vastes ressources en eau, de vastes ressources en terre, de minerais stratégiques dont nos collègues ont parlé, l'or, le lithium, l'uranium, etc. Donc, je crois que c'est comment exploiter
ces ressources dans le cadre d'une solidarité entre les États de la Confédération, tout en restant ouverts à travailler économiquement avec les autres pays voisins. Donc pour nous, cette interdépendance va certainement continuer, mais ce n'est pas que nous dépendons des autres, mais nous dépendons les uns des autres. Thank you for that. I'll just ask my last question, and I'll expect a response from Niger and Burkina Faso. If possible, if you can respond in 2 minutes each, before then the floor respondent can take over as we wind up. We are talking about integration. These 3 countries, Mali, Burkina Faso, Niger. There is a sanction that has been put against these 3 countries by the African Union, the continent's bloc. How will the 3 countries integrate with other countries that are member states to a union that has already imposed sanctions on the 3 countries? It looks like you want to give a response also? In a minute, then we'll have... Je peux répondre rapidement. Pour nous, la politique des sanctions en soi est une grosse erreur. Nous le voyons en Russie ou ailleurs. Ces sanctions sont toujours contre-productives. Mais nous respectons aussi les textes des organisations. Nous savons que à l'Union africaine, par exemple, quand il y a des changements anticonstitutionnels, bon, les pays sont suspendus. Mais ce que nous avons indiqué à ces pays, c'est que la suspension n'est pas l'ostracisme, ce n'est pas l'exclusion. Même quand il y a des mesures de suspension, il faut rester un engagement constructif avec le pays. Nous avons dit sur 3 questions. Aujourd'hui, s'il y a des questions de sécurité qui sont discutées en Afrique, ça ne peut pas se discuter à l'absence de nos 3 pays. S'il y a des questions humanitaires, des grandes pandémies qui existent dans nos pays, personne ne regarde si c'est un régime élu ou en transition. Donc nous avons aussi indiqué que chaque fois qu'on a un adage de nos pays qui dit au Mali et dans notre région, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Chaque fois qu'on discute des questions qui touchent à nos pays, il faut quand même nous appeler, nous écouter et continuer la discussion. Donc, ce n'est pas la sanction qui est en question, il faut un engagement constructif pour pouvoir sortir de cette situation et maintenir notre solidarité et notre coopération sur le long terme. C'est ce qui manque souvent à nos organisations. Thank you for that. Merci. Qu'est-ce que je veux compléter après ce que Diop a dit? La suspension ne doit pas être intégrale. Nous avons vu les effets de l'embargo total qui a été imposé à notre pays. Ça a été contre-productif. Donc, la sécurité, c'est un patrimoine mondial commun. La lutte contre les maladies, contre les pandémies, c'est une lutte globale. Et je pense que même si on est suspendu, il y a des questions sur lesquelles, comme l'a dit le ministre Diop, et sur lesquelles nous devons être consultés. Et en ce sens, malgré la suspension, nous avons remarqué qu'au niveau de l'Union africaine, nos représentants permanents sont approchés, sont invités à des questions, sont approchés pour évaluer la situation et voir les perspectives, puisque dans tous les cas, c'est une organisation qui nous appartient à nous tous, et ces pays sont conscients que le mieux, c'est que nous regagnions le plus rapidement possible la grande famille, et nous sommes dans cette posture. Et nous ne sommes en problème avec aucun autre pays. Nous avons des problèmes de différence de perception. Même la CEDEAO, nous ne sommes pas en conflit avec la CEDEAO. Il y a des pays qui ont pensé que la CEDEAO c'est bon, nous on a pensé que c'est pas bon. Et chacun va de son côté, il va exprimer. Donc l'Union africaine aussi, nous sommes dans la disposition pour que, dans de très bonnes dispositions pour que les discussions, parce que ce qui retardait nos pays, c'était ils veulent savoir vers où on va, ils veulent voir clair dans notre agenda politique. Je crois que maintenant, avec ce qui s'est passé chez nous, ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, les conditions sont réunies et que très bientôt, nous allons nous asseoir, parler pour trouver des solutions. Nous sommes une famille, la famille africaine, pour qu'on trouve une solution. Quand un membre de la famille commet une faute, on ne l'écarte pas, on l'appelle pour discuter avec lui, pour trouver des terrains d'attente. Merci.
Bon, de ma part, ce que je peux dire, c'est que oui, les sanctions peuvent affecter notre présence au sein de certaines instances, mais elles n'affectent pas notre amitié avec les autres pays. Elles n'empêchent pas que l'intégration reparte du Sahel pour se consolider. Par contre, ce que l'Union africaine perd en n'associant pas les pays qui sont concernés aux discussions, c'est justement les bonnes questions qui doivent être posées, les bonnes réponses. Et ça produit ce genre de rapport que vous avez lu. Justement. Parce que si on veut faire face à une situation, Diop l'a dit tout de suite, on ne peut pas raser quelqu'un à son absence. Il faut mener le vrai débat avec ceux qui sont concernés. Je crois que l'erreur que nos pays continuent de faire, c'est de penser que le problème est parti des changements anticonstitutionnels. Et de ne pas considérer cela comme la manifestation d'un problème plus profond, parce que les causes sont à chercher ailleurs. Nous étions dans une situation difficile, et même nos rapports au sein de la CEDEAO, nous avons tenté de 1000 manières pour qu'on puisse échanger et comprendre la situation ensemble, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils sont même capables de prendre les armes pour attaquer un membre. À partir de ce moment, on se rend compte que nous avons carrément des lectures totalement différenciées de la solidarité. Donc je dirais que ces sanctions retardent le cycle de compréhension des difficultés qui se posent, mais elles ne vont pas affecter davantage nos rapports au niveau bilatéral avec les pays, ceux qui comprennent. Et aujourd'hui, regardez le phénomène populaire. Les populations ne savent pas ce qui se passe à Addis Abeba. Par contre, elles suivent tous les jours ce qui se passe dans l'espace confédéral. Pourquoi? Parce qu'elles se reconnaissent à travers une certaine lutte qui restitue leur quotidien, ce qu'elles veulent. Et c'est cela que les chefs d'État doivent écouter. Être au moins une fois proches des populations pour intégrer leurs besoins dans les politiques publiques. All right. Right, gentlemen, thank you. Let me bring in my colleague, Mehmet Kosse, the President, Africa Foundation. Is he around? Oh, I can see him. Kindly help me with the mic. Sorry, I had not seen you. Kindly help him with the mic. To overcome the challenges inherited from the colonial period. What I see now, with your initiative, building kind of Liptago-Gorma perspectives on decolonizing efforts from neocolonialism. I don't know if it's wrong description of the perspective that you are trying to do. But with internal and external challenges you have before you, how are you going to overcome these challenges will show us the success, it will lead us to your the objectives to be implemented. What's the difference, I guess, from what you had with the ECOWAS
all other regional economic communities, which is starting as economic blocks, but now you are starting with the security blocks, but expanded into economic and other issues to be solved within that alliances. But the main challenges, as I understand, as the landlocked alliances, security, yes, with your own capacity, but how are you going to overcome the issues of the economic integration, not only within the region, 3 countries, but also throughout the continent, as well as throughout the global economic system. Building a capacity, improving services, improving state institutions, providing welfare to the people and the security is one issue, but at the same time, integrating and aligning common issues into a confederation is another issue. There have been a couple of confederation experiences in the last century. Hope this one will succeed, and if this model, Liptako-Gorma perspective, succeed, that will be another independence or the decolonization movement or the perspective of the African continent. Thank you for your perspectives. Thank you, the President of Africa Foundation, Mehmet Kose. Gentlemen, thank you for your time and for responding to the pertinent questions and concerns that people have concerning the 3 African countries within the Sahel region, and we wish you all the best. Ladies and gentlemen, thank you so much. My name is Brenda Zedaradudu from TRT World. Thank you for your time. Have a lovely evening.